Pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde de cinéma. Le chef-d'œuvre, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film. C'est un scandale! Un scandale! Nous déclarons ouvert le 70e Festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora, c'est Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné épisode 6. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. Et aujourd'hui on fait un épisode un petit peu spécial puisque ça va être un épisode fourre-tout, un épisode pot pourri pour parler un peu de tout ce qu'on a vu à Cannes, un peu en dehors des sentiers battus de la compétition. Donc on est allé dans les sélections parallèles au marché du film. Et avec moi pour parler de tout ça, j'ai Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut David. Et Hugo Alexandre en forme. Salut David. Bon on attaque tout de suite avec Arnaud qui lui a beaucoup exploré le marché et qui va nous raconter un petit peu ce que c'est. Alors le marché c'est chaque année à Cannes. En gros c'est on va dire qu'il y a la partie artistique de Cannes avec la sélection officielle, les compétitions parallèles, tout ça. Et puis il y a la partie commerciale, financière avec le marché. C'est là où les acheteurs du monde entier viennent à la recherche de films qui pourront diffuser chez eux. Et donc il y a les stands avec les affiches, les teaser posters, tout ça, des boîtes de production qui viennent vendre leurs films. Des fois ils sont déjà faits, et d'autres fois ils sont pas encore faits, donc il faut les financer en les vendant dans d'autres pays. Et voilà, donc c'est une grande foire un peu au cinéma, quoi. C'est intéressant parce que y a un peu de tout, hein. Ça va des séries B, des séries Z les plus opportunistes et les plus racoleuses, à des films beaucoup plus ambitieux. On peut se balader dans les allées, voir ce qui est assez rigolo, tous les teaser posters dont je parlais. Il y en a d'assez croquignoles, quoi. Des fois des films qui ne se feront jamais. Il y a même certaines compagnies qui sont spécialisées qui reconduisent chaque année les mêmes posters qu'on revoit légèrement modifiés. Je pense notamment à une compagnie américaine, Hannibal Classics, qui s'est spécialisée là-dedans. Alors ils font des teaser posters avec il y a un film que notamment John McTiernan devait réaliser à une époque, Red Squad, qui était annoncé avec Nicolas Cage les autres années. Puis là cette année c'est plus John McTiernan, c'est l'affiche, c'est Alexander Witt, qui est un réalisateur de seconde équipe qui avait fait Resident Evil 2, et ils ont rajouté Travolta à Nicolas Cage. Voilà, donc et cette affiche elle est depuis déjà 3 ou 4 festivals de Cannes. Donc ça t'hésites un peu à leur faire un chèque. Voilà, ouais, oui, parce que souvent je pense que ils ont même pas l'accord signé des stars dont ils utilisent le nom, donc c'est assez rigolo de voir ça, quoi. Après on peut voir des films. Alors est-ce qu'on peut voir des films? Si on a un badge buyers, comme on dit ici, hein, d'acheteurs, oui. Si on a un badge presse, comme c'est le cas nous, a priori non. Après il faut le voir un peu, baratiner un peu, et moi quand j'ai envie de voir un truc, c'est ce que j'essaie de faire. Alors ça débouche quand même, il y en a des fois ils restent sur leur position, ils vous laissent pas rentrer, quoi. Mais d'autres fois ça marche, quoi. Et donc comme ça on peut voir quelques trucs. Cette année la tendance du marché, je pense qu'on est en fait à une période charnière, et ça serait peut-être un peu fort de dire que ça sent le sapin, hein, le marché de Cannes, mais on est à une période charnière comme on l'a vu avec les problématiques sur Netflix, tout ça, et que donc il y a beaucoup de produits qui sont vendus, de films qui sont vendus, qui font un peu fin de catalogue, fin de race. Je pense à des actionneurs que j'ai vu complètement fauchés. J'ai vu un truc, la Ultimate Justice avec Marc Dacascos, qui est un sous Expendables tourné en Allemagne dans des terrains vagues avec un budget rikiki, quoi. Et ces trucs-là, c'est des machins qui datent des années 90-2000, quoi, en gros. Et c'est en train de se finir, quoi. Voilà, la preuve, c'est des trucs qui ont des budgets ridicules, qui sont totalement indigents. Il y a beaucoup les Américains moi j'ai constaté qui sont de moins en moins présents, quoi. Alors ceux qui tiennent le haut du panier, j'ai remarqué que je n'ai pas vu de film, mais que l'animation chinoise et indienne et russe faisait une certaine offensive, quoi, dans les programmes d'animation pour les enfants, que ce soit pour la télé ou pour le cinéma d'ailleurs.
ça passe un peu après les films de genre américains, tout ça, il y en a de moins en moins, je trouve. Ceux qui sont très très présents, c'est les Coréens, qui sont en force clairement, quoi. Mais alors eux, c'est très difficile de voir leurs films, justement, ils les protègent vachement. Moi, je sais que j'avais un film que j'avais à tout prix envie d'aller voir, Taxi Driver, ça s'appelle, qui est un film un peu dans la lignée de ces films des années 80, comme L'année de tous les dangers ou Under Fire, avec un reporter occidental qui est joué par Thomas Kretschmann et qui s'acoquine avec un chauffeur de taxi coréen à Séoul au début des années 80 pendant les émeutes. Je me rappelle plus le nom exactement, mais c'est un fait historique qui a marqué la Corée du Sud. Et donc il va évoluer au milieu de cette période troublée avec ce chauffeur de taxi qui est joué par le comédien fétiche de Bong Joon-ho, dont je ne me rappelle plus le nom non plus, qui jouait dans The Oz, dans Transpersonnage, Memories of Murder, tout ça. Et donc voilà, et déjà j'ai bataillé, mais ça a été impossible. Les Coréens, c'est très très difficile de voir leurs films. Je pense qu'ils ont conscience que ils sont en pleine hype en ce moment, et donc ils protègent vachement leurs films, tout ça. Il y a encore parce que ça a été une grande tendance aussi dans les années 90-2000, il y a encore quelques gros polars chinois, quelques gros films chinois hongkongais. Je sais que j'ai vu l'autre jour Shockwave, qui est un gros truc réalisé par Hermanio, qui est un réalisateur qui s'est fait connaître dans les années 90 avec les films de catégorie 3 ultra violents et ultra malsains comme Ebola Syndrome ou The Untold Story. Et là, par contre, c'est un truc beaucoup plus mainstream, on va dire. Shockwave, c'est avec Andy Lau, qui est une grosse star hongkongaise, hein. Et c'est un film en fait un polar qui reprend en gros sans vergogne la trame de Die Hard 3, hein, avec un attentat terroriste qui est déguisé en forme de vengeance pour punir le flic qui a arrêté le frère du terroriste. Donc, c'est vraiment le pitch de Die Hard 3, quoi. Des petites énigmes, non, il n'y a pas trop de petites énigmes, mais le pitch que je viens de dire, c'est littéralement le pitch de Die Hard 3 et de ce film-là, quoi. Donc c'était assez étonnant, mais c'est un film qui a coûté quand même pas mal de pognon, hein. Il y a quand même de la production value. Bon, Hermanio, c'est pas un très grand réalisateur, donc ça se borne, voilà, à des plaisirs simples comme des explosions, des poursuites en bagnole, des trucs comme ça. Mais voilà, il y a encore quelques films comme ça qu'on trouve, mais c'est vrai que l'époque des polars hongkongais est quand même pas mal révolue aussi. Et voilà, du coup, c'était un peu difficile je pense, l'attrait du marché, ça a toujours été de prospecter, d'essayer de trouver le futur grand réalisateur de demain avec son premier film. Là, ça devient de plus en plus compliqué de faire ça, de trouver le nouveau Tarantino, par exemple, parce que le Reservoir Dogs en 91, il était au marché du film, hein. C'est là où tout le monde l'a découvert et tout le monde a été séché. Il était en sélection aussi, je crois, certains regards. Ah, peut-être, hein. Ouais. Mais il était au marché du film, c'est là où tout le monde l'avait découvert. En fait, c'est vrai que chaque année, et peut-être on l'entend un peu moins, peut-être parce qu'aussi le marché global du film s'est plus mondialisé et que les deals se font en amont de Cannes, etc. Mais il y a peut-être, je ne sais pas s'il y avait cette année des sensations, des films dont on a entendu qu'ils se vendaient très très bien. Écoute, non, moi j'ai pas entendu, j'ai pas eu de retour dans ce sens-là. C'est vrai que l'an dernier, bon, il était présenteur complète, mais la sensation, ça avait été Train to Busan, le film coréen, là, que tous les distributeurs s'étaient arrachés, quoi, après la première projection. Mais là, cette année, j'ai pas entendu de phénomène comparable, quoi. Et alors, à l'inverse, tu disais qu'il y avait des films terminés et des films pas du tout terminés. Et du coup, il y a, dans les sentiers battus encore plus du marché, on peut voir des exclusivités, des petits bouts de écoute, le truc après. Avant, je voulais juste dire, il y avait aussi quelques curiosités, quelques documentaires, tout comme ça. Moi, je sais que j'ai vu, par exemple, hier, Ukraine on Fire, qui est un documentaire produit par Oliver Stone et dont il a fait les interviews, il a participé vraiment à la confection, qui est un documentaire assez étonnant et moi qui m'a bien fait triper parce qu'on en ressort un peu comme on ressort de JFK, quoi, en se disant mais les gens qui nous gouvernent sont complètement tarés, quoi. C'est un film évidemment qui est pas du tout dans la ligne atlantiste occidentale actuelle, puisque Oliver Stone est très critique vis-à-vis des néoconservateurs américains, des warmongers, quoi, américains qui veulent à tout prix déclencher une guerre, et on va dire qu'il est plutôt
on peut pas dire qu'il est du côté de Poutine, mais qu'il essaie de comprendre comment ça s'organise à l'Est. Et c'est vraiment très très intéressant. Un peu putassier dans sa présentation. Le générique est insupportable. C'est une femme à poil dans des flammes en images de synthèse qui est censée symboliser l'Ukraine, quoi, et qui danse comme ça au milieu des flammes. Mais après, le documentaire qu'il y a derrière est très très bien. Et puis alors oui, effectivement, David, le truc après, c'est que bon, quand on est journaliste cinéma, qu'on se balade dans le marché, trucs comme ça, on rencontre des gens qu'on connaît, des réalisateurs qu'on suit. Et alors moi, j'ai vu Xavier Jans qui était là, Xavier Jans qui est le réalisateur du film d'horreur Frontières. Il avait réalisé Hitman aussi pour la Fox. Et puis il avait fait un chouette petit huis clos post-apocalyptique il y a 3-4 ans qui s'appelait The Divide. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, moi je pense, et qui n'a pas encore donné toute la mesure pleine de son talent. Et là, je pense que ça va arriver parce qu'il m'a montré en fait un promo reel de 3-4 minutes de son prochain film Cold Skin. Et ce que j'ai vu dans ces 3-4 minutes, c'était beau à tomber par terre. Pour résumer rapido, c'est tiré d'un roman espagnol très connu, La peau froide, qui est un roman fantastique. Ça se passe dans l'Atlantique Sud dans les années 30, je crois, sur un phare, avec un jeune météorologiste qui débarque et qui trouve un gardien là qui est retiré du monde, quoi. Et en fait, il va s'apercevoir très vite que ce gardien, tous les soirs, est assailli par une colonie de créatures marines, qui sont des créatures humanoïdes, un peu style l'étrange créature du lac Noir. Et que le gardien, lui, a recueilli une femelle de cette espèce qui garde avec lui, avec qui il a une relation assez spéciale, quoi. Voilà. Bon, je ne veux pas en dévoiler plus, mais en tout cas, les images que j'ai vues, c'est une production espagnole qui n'a pas été achetée, qui a été achetée partout dans le monde à peu près, mais sauf en France, alors que c'est quand même un réalisateur français. Il y a un casting international, c'est tourné en anglais. Il y a Ray Stevenson qui joue le gardien de phare, notamment le légionnaire de la série Rome, et puis qui avait joué le Punisher aussi, là. C'est un film donc de ce que j'ai vu qui a l'air d'avoir des influences notamment romantiques au niveau de la peinture. Il y a des plans vraiment saisissants avec des effets spéciaux superbement utilisés. Il m'a montré aussi la scène d'ouverture, un long plan séquence qui part de sous l'eau et qui termine dans les airs, tout ça. Enfin, c'est un film, je trouve, visuellement qui a l'air très très ambitieux. Et donc qui sera sur un sujet très original. Alors il sort en Espagne à la rentrée. D'accord. Parce que encore une fois, c'est une production espagnole. Il sort en Espagne à la rentrée. Et voilà, en France, malgré qu'il y ait un réalisateur français aux commandes, il y a pas de date parce que je pense que c'est un film totalement atypique. Et de ce que j'ai entendu, j'ai cru comprendre que Juan Antonio Bayona avait vu le film et qu'il avait fini en larmes. Donc ça risque de durer quelque chose. Si des distributeurs français écoutent ce podcast, il y a peut-être un bon coup à faire avec Xavier Jans. Alors, du coup, Hugo, toi, t'as vu aussi des films, alors moins au marché, mais dans le hors compétition, dans la sélection parallèle, et je voulais qu'on parle un petit peu du film de John Cameron Mitchell qui s'appelle How to Talk to Girls at Parties, et que vous avez vu tous les deux, et que tu vas nous présenter, Hugo. Oui, alors c'est l'histoire dans les années 70 d'une bande de punk qui a envie de sortir et qui se retrouve dans une soirée où ils rencontrent des filles comme Elle Fanning qui en fait se révèlent être des extraterrestres sodomites. Et en fait, c'est un film qui aurait été très bien en séance de minuit, je pense, parce que c'est vraiment un peu foufou. Il n'y a pas un fond très ample, mais c'est très fun à regarder, très, très marrant. Et moi j'aime beaucoup la première partie où il y a un décalage qui se crée parce que Elle Fanning utilise des termes, utilise le lexique de la planète dont ils viennent, et en fait c'est un truc un peu ambigu, et donc il y a le mec, le punk avec qui elle sort, il essaie de comprendre un peu ce qu'elle raconte, mais... Ouais, en fait, il y a beaucoup d'ambiguïté dans la première partie du film qui débouche pas forcément sur grand-chose. Je sais que toi, Arnaud, t'as beaucoup moins accroché. Ah, moi j'ai trouvé ça nullissime. Je te dis, c'est même le pire film que j'ai vu là cette année, pour l'instant, je crois. Voilà, ça ne raconte strictement rien, c'est grotesque, ridicule, poseur. En fait, moi je trouve que c'est exactement le genre
de trucs chic et toc quoi, qu'on peut voir dans un festival comme le Festival de Cannes et où ça crée un peu le buzz, parce que moi je suis persuadé d'un truc, c'est par exemple il n'y aurait pas Nicole Kidman et Ellie Fanning au casting. Le film serait pas passé à Cannes, personne n'en aurait strictement mais rien à foutre de ce film. Ça, moi, j'en suis persuadé. En même temps, c'est un peu ça le truc, c'est que presque le côté poseur que tu peux y trouver vient du fait qu'il soit mis en valeur comme ça, alors que ça pourrait être peut-être une curiosité un peu marrante. En fait, on se dit peut-être que c'est poseur parce que c'est John Cameron Mitchell et qu'on imagine qu'il a des ambitions, alors qu'en fait, c'est quand même un film qui pourrait être projeté à l'Étrange Festival. En fait, c'est vraiment un truc qui part totalement. Mais même pas à l'Étrange Festival, il y a des trucs super. Quoi. Moi, je trouve c'est un film. Fais gaffe parce que s'il le passe à l'Étrange Festival après. C'est un film de petit garçon. Moi, je disais ça là, en sortant du film. C'est un film de petit garçon qui fait des doigts au mémé dans la rue. Quoi. Pour moi, c'est ça. Quoi. C'est insignifiant. Ça vaut rien du tout. Et ça se prétend, ça se veut quelque chose de quand même branché, atypique. Alors que bon. En fait, c'est dans la deuxième partie où on sent qu'il y a des ambitions et en fait, du coup, le film devient beaucoup moins drôle et beaucoup plus abscon et du coup, on sort un peu du film. Alors, t'as vu d'autres choses, Hugo ? Ouais, je me suis baladé un peu à un certain regard notamment et j'ai vu un film, une comédie française qui s'appelle Jeune femme de Léonore Serrail. Un premier film ? Ouais, un premier film. Et ça raconte l'histoire d'une fille qui vient de se faire larguer, donc qui a plus trop d'endroits où habiter, et qui se balade dans Paris, qui rencontre des gens. En fait, le film est porté par Laetitia Doche, et qui est extraordinaire, en fait, très très drôle. C'est un numéro du début à la fin. Dans le rôle d'une fille un peu paumée, un peu désinvolte, et en fait non seulement c'est très très drôle, mais dans le fond c'est aussi assez intéressant parce que c'est une sorte de féminisme diffus au fil du film, parce que ce personnage est complètement paumé mais en même temps elle se laisse jamais vraiment faire, et en fait il y a un moment où son mec revient et finalement c'est lui qui pourrait régler ses problèmes parce qu'il est riche, en fait elle pourrait vivre à ses crochets. Finalement elle décide de se débrouiller toute seule, de prendre une autre voie, et c'est, on a beaucoup ri, et aussi c'est un film qui a du fond, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre ? Il me semble que tu as vu le documentaire d'Abel Ferrara sur lui-même, qui était présenté à la Quinzaine. Oui, j'ai vu plusieurs documentaires. Alors oui, il y a ce documentaire d'Abel Ferrara sur une série de concerts qu'il a fait en France l'an dernier. Et donc, ça raconte sa tournée, donc comment se passent ses concerts, comment il va distribuer lui-même des flyers dans les gens dans la rue qui s'en foutent totalement et qui ne connaissent même pas et qui ont même un peu peur de lui parce qu'il a quand même un physique un peu impressionnant. Et donc toutes les parties concerts sont un peu reloues, je trouve, parce que bon, ça passe pas très bien l'image. D'autant que je pense que ça doit pas être terrible Abel Ferrara en concert. Mais toutes les parties un peu dans les coulisses du concert où on voit comment ça se passe et on en apprend un peu plus sur le personnage d'Abel Ferrara, c'est un peu plus intéressant. Il dit à un moment, j'ai vu aussi le film, il dit un moment dans le film, je suis un génie. Et à ce moment-là, un mec au premier rang s'est levé et est sorti de la salle immédiatement. Et donc c'est quand même un peu un égo trip. Tous les aspects d'Abel Ferrara dans ce film. Il a évolué. Pour qu'il en arrive à dire des trucs comme ça, c'est tout le problème d'Abel Ferrara, je pense, c'est de la tournure de sa carrière. Et alors en parlant d'ego trip, tu as vu aussi le documentaire d'Agnès Varda et JR. Ouais, alors moi j'aime bien Agnès Varda, j'aime bien son côté un peu enthousiaste de tout, le fait de filmer tout et n'importe quoi et puis d'en trouver une espèce d'essence. Et là c'est encore un peu ça, sauf qu'il y a, je trouve que JR pollue un peu le cinéma d'Agnès Varda. JR, pour le présenter, c'est un artiste d'art contemporain qui fait des grands portraits noir et blanc des gens et qui les colle un peu partout. Ouais, voilà. Et donc justement, ça ressemble à un gros spot publicitaire pour JR, c'est-à-dire qu'on voit JR faire des œuvres pendant 3/4 du film et l'autre quart, c'est quasiment des gens qui s'extasient devant JR, enfin devant les œuvres de JR. Et il y a un peu par bribes des espèces de fragments documentaires, comme il y a toujours chez Varda, ou Varda qui raconte un petit peu sa vie et qui le rapproche de ce qu'elle a filmé. Mais c'est vraiment mineur dans ce film, et donc du coup, j'ai plutôt pas aimé, quoi.
Sinon, alors cette année aussi, c'était le 70e anniversaire du Festival de Cannes et du coup, il y avait, en tout cas, c'était la 70e édition et il y avait pas mal de projections événements et notamment, il y avait une projection de la copie restaurée 4K d'Impitoyable de Clint Eastwood en sa présence. Et Arnaud, tu y étais, comment ça s'est passé ? Voilà, à l'occasion des 25 ans du film, puisqu'il a Impitoyable déjà 25 ans. Et c'était magnifique, c'était très beau. Moi, j'avais pas revu le film, je l'ai en Blu-ray, mais il y avait quelques années quand même que je me l'étais pas refait comme ça en continu, à plus forte raison dans une salle. Et c'est un vrai bonheur. Enfin, moi, voilà, ça reste avec Okja, je crois, c'est les 2 meilleurs films que j'ai vus cette année. Mais c'était très bien. Effectivement, Clint Eastwood est venu présenter, dire quelques mots avant le film, toujours alerte, malgré ses, je sais pas, 84, 85 printemps. Là, quand même, il était en forme. Voire même un peu plus, je sais plus. Il a bien monté les escaliers. Non, il a été très, très sympa. Et puis surtout, c'est vrai je l'avais déjà entendu dire qu'il aimait pas revoir ses films. Thierry Frémaux avait prévenu avant que, exceptionnellement, il allait rester une partie du film et il est resté jusqu'au bout. Et à l'issue de la projection, d'ailleurs, il a eu une assez longue standing ovation du public. Donc c'était très sympa de le voir là pour présenter ce film qui est quand même tenu pour un de ses chefs-d'œuvre, si ce n'est son chef-d'œuvre même. Et voilà. Et après, il a fait une masterclass aussi. Donc il a animé une masterclass, quoi. Non, il n'a pas animé, il était l'objet d'une masterclass. Et donc voilà, il a fait le boulot, quoi, Clint. Mais c'est un habitué du festival aussi, quand même. Donc je pense qu'il avait du plaisir à venir pour les 70 ans du festival. Surtout pour me remontrer un de ses films comme ça, restauré. Le film va ressortir en Blu-ray d'ailleurs, dans sa version restaurée 4K. Et je crois même peut-être faire l'objet d'une petite exploitation en salle. D'accord. Et alors sinon, je sais pas si c'est un lien avec le western, mais tu as vu Wind River, le premier film de Taylor Sheridan, qui est le scénariste de Sicario et Comancheria qui était un peu un néo-western. Et Wind River qui est clairement un néo-western aussi, enneigé, puisque ça se passe dans les plaines gelées du Wyoming en plein hiver. Et donc c'est avec il y a 2 Avengers au générique, en tête d'affiche, mais ça n'a rien à voir avec les Avengers. Il y a Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. Et donc il y a en fait un cadavre d'une jeune femme qui est découvert, une jeune femme indienne. Et Jeremy Renner, qui est un pisteur de fauves, de cougars, de trucs comme ça, qui est chargé de les éliminer, quoi, pour protéger les troupeaux des éleveurs du coin. Jeremy Renner va aider la police, et notamment le FBI. Elizabeth Olsen joue un agent du FBI qui vient dans le coin pour enquêter sur ce meurtre. Et elle, comme elle n'est pas du coin et que lui c'est un local, il va l'aider, quoi. Donc voilà, c'est une trame assez classique, mais c'est un film très bien raconté, particulièrement bien écrit. Ça fait plaisir, moi je trouve, de revoir un acteur comme Jeremy Renner, qui est un sacré acteur et qui a tendance un peu à se perdre et à enquiller les blockbusters informels, quoi. Donc ça fait plaisir de le revoir dans un film comme ça, encore une fois qui est très bien tenu, surtout pour un premier film, mais bon, c'est quand même un scénariste maintenant un petit peu chevronné, Taylor Sheridan. Et voilà, il y a un climax assez fort au niveau émotionnel aussi. Donc le passage du scénario à la réalisation est plutôt réussi. Ouais, non, clairement. Et c'est quelqu'un qui sait bien diriger ses acteurs en plus. C'est un beau film. Je crois qu'il va sortir en salle d'ici la rentrée, il me semble. Donc à voir. D'accord. Et puis alors pour finir, là on a un nouveau venu qui arrive tout juste, Andy Bikas du site accred.fr. Que vous avez entendu hier pour nous parler de Sofia Coppola, et qui nous rejoint et qui sort d'une interview avec Kiyoshi Kurosawa. C'était bien ? C'était bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc ouais, c'était bien. Alors les interviews à Cannes, c'est un peu comme quand les stars viennent à Paris faire la promotion française des films dans les hôtels, sauf que comme on est à Cannes, du coup c'est sur les plages des hôtels. Sauf que là, moi, il y a eu un malentendu pour vous raconter un peu ma vie. T'as eu des problèmes, t'as l'air bien. Ouais, voilà, je suis encore un peu en sueur. J'ai confondu le Majestic. En fait, j'ai pas confondu. Je vais pas incriminer la personne qui n'est pas l'attaché de presse. Ne nous fâchons pas. Le Majestic et le Martinez.
Et du coup, j'ai fait un aller-retour monumental sur la croisette qui fait que je suis arrivé complètement en nage face à Monsieur Kurosawa. Il faut voir que le Martinez, c'est complètement à l'autre bout de la croisette par rapport au palais et que le Majestic, c'est de l'autre côté. Donc j'ai fait cet aller-retour en courant dans la chaleur cannoise en arrivant. Donc voilà, un petit peu en nage vers Monsieur Kurosawa qui lui, évidemment, était très frais et très distingué. Et du coup, c'était pour quel film? Parce que là, il en est à 3 films cette année, je crois. Ouais, exactement. Et du coup, il en profitait pour faire la promo de Creepy qui sort le 14 juin. Donc je l'ai interviewé pour ce film-là en partie. Et que je recommande. Et moi aussi, qui est un de ses meilleurs films depuis longtemps, qui est un thriller noir comme il faisait dans les années 90, qui est très très fort. Et son film qui a un certain regard, un peu moins, ça s'appelle Avant que nous disparaissions. Et non Avant que nous ne disparaissions, je pense. Il y a une faute de syntaxe dans le titre déjà. Il me semble. C'est mal parti. Et en tout cas, donc c'était c'est un film qui est un film là aussi qui. Ça raconte quoi? Qui est un film assez léger parce que c'est un film qui a des éléments de comédie, ce qu'il a plus fait a priori pour moi aussi depuis les années 90. Il a fait une saga de comédie policière qui s'appelait Shoot Yourself, qui était 6 films pas très bons. Et là aussi, donc il y a un peu de comédie. C'est un film sur une invasion extraterrestre à venir. Là, en fait, c'est la période qui précède où 3 aliens déguisés en humains viennent pour et ça c'est plutôt intéressant, retirer des concepts de ce qu'est l'humanité aux gens, c'est-à-dire qu'ils vont retirer le concept de la famille ou le concept de l'amitié par exemple, ce qui crée des dégâts parce que évidemment parce que les personnes à qui ils prennent ce concept ne l'ont plus. Mais ce qu'il ne développe pas trop, il y a donc 2-3 jolies scènes comme ça au début, et après en fait on comprend pas bien ce qui se passe parce qu'il y a une panique générale, il y a une ellipse assez étrange, panique générale au moins dans la ville, mais ça a l'air d'être mondial parce que les gens seraient complètement désœuvrés parce qu'on leur a piqué leur concept. Le problème c'est est-ce qu'il y a eu une espèce de virus qui ferait que tous perdraient leur humanité ou des bribes de leur humanité, ce qui est a priori logique parce que c'est vrai que c'est la contamination du mal dans ces films, dans Cairo, dans Cure, dans Door 3, c'est un truc qui revient souvent, sauf que c'est pas dit. Ou alors est-ce que ça veut dire que les 3 extraterrestres sont hyper motivés et du coup vont piquer les concepts un peu à tout le monde en courant à droite à gauche, parce qu'on voit pas non plus quoi. Donc c'est pas très clair, le film n'est pas très clair de manière générale, donc je suis pas très fan, et en même temps il me semble que c'est un film intéressant pour les fans de Kurosawa qui vont retrouver beaucoup de choses de ses films. Donc c'est une version plus c'est aussi son film, disons, le plus mainstream, il me semble, parce que si on voit un peu sa carrière, il y a eu à la fin des années 90, il a fait Cure, qui lui a donné vraiment une aura à l'international. À la fin des années 2000, il a fait Tokyo Sonata, qui était très bien, mais où déjà on voyait qu'il avait une tendance à être un peu plus grand public, à vraiment au niveau du découpage, au niveau et de l'échelle de plan aussi, parce que son truc dans les années 90 c'était de faire vraiment des longs plans séquences filmés de très loin, etc. Donc il a essayé d'un petit peu rendre son cinéma plus accessible. Et là du coup fin des années 2010 c'est encore plus le cas, c'est encore plus un découpage et un système d'échelle de plan vraiment beaucoup plus simple et direct, mais tellement que du coup on retrouve plus trop d'éléments de ce qu'on a aimé dans son cinéma. Donc c'est inquiétant pour la suite, j'espère pas trop, j'espère que c'est juste parce qu'il a voulu faire un film un peu récréatif. Et en même temps on retrouve plein d'éléments de son cinéma, des jeux sur des éclairages, des jeux sur des références. Par exemple il y a une référence à la mort aux trousses à la fin dans le film, un peu comme, du coup je comparais ça dans Doppelganger qu'il a fait en 2003. Il y avait une scène sortie de nulle part où un personnage se faisait poursuivre par une espèce de grosse boule comme dans Indiana Jones. Donc, et là il l'a refait, donc version extrême, et là il l'a refait avec la mort aux trousses où il y a le type qui se fait attaquer par un avion gigantesque. Une scène un peu absurde, mais voilà, on retrouve plein d'éléments qui fait que si on adore Kurosawa, ce qui est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas ces gens-là pourront au moins apprécier. Mais sinon les autres, ça me semble être un film un peu léger. Plutôt creepy. Ça a l'air mieux que Le Secret de la Chambre Noire quand même, non? Et Le Secret de la Chambre Noire ressemble plus à un film Kurosawa, et en même temps ça ressemble surtout à un film français, moi je trouve. Et voilà, et en même temps il a un peu raté. Enfin, il y a quelque chose qui s'est perdu quand il a traversé. Il a passé la frontière. Ouais. C'est alors que, mais on retrouve encore plus peut-être
en tout cas sur ces apparitions fantomatiques, voilà, on sait vraiment ce qu'on est en train de voir. Là, pour le coup, même s'il y a des détails, des personnages qui butent sur des cartons, quoi, des trucs débiles, mais qu'il a toujours fait depuis toujours, des détails qui permettent de voir c'est un Kurosawa. Sinon, si on voit pas le nom générique, on peut ne pas le savoir, et c'est la première fois depuis longtemps qu'on peut se dire ça, j'ai l'impression. D'accord, bah du coup on a fait un peu le tour là, de tout ça. On va continuer à voir encore pas mal de films jusqu'à la fin du festival. C'était Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio. Salut tout le monde. Salut. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie?